Les temps des temps, jusqu'aujourd'hui, ils font que avoir ça. Le fric est le fric. Mais les peuples souffrent. Le peuple souffre depuis les temps des temps. Il y a un problème. Vous verrez toutes les ruelles, par exemple, de Paris. Hein? Aux Champs-Élysées. Passez là la nuit. Passez à Châtelet la nuit. Passez à Château-Rouge le jour ou la nuit. Ou Château-d'Eau. Vous verrez des femmes noires dans des trottoirs. Les femmes noires deviennent des mannequins parce que le domaine de la prostitution, l'esclavagisme. Mais après, un François Hollande, la pute à l'époque, il a osé, avant qu'il quitte l'Élysée, il est allé avec Emmanuel Macron déposer des gerbes de fleurs soi-disant l'esclavagisme était aboli. Grandement faux. Grandement faux. La France se tue immensement en Afrique, pire que le paludisme. La France se tue immensement en Afrique, pire que le sida. La France se tue en Afrique, pire que tous les virus de merde que la communauté internationale amène en Afrique. Ebola. Ebola. Ils ont dit hier le singe. Maintenant, Ebola, c'est le manioc. Mais il y a un problème. Mais la communauté internationale sont des psychopathes, des mythomanes. Et vous verrez quand vous allez aux États-Unis, la statue de la liberté. Mais qui n'est que la statue de la Loge de France, offerte par la Loge de France. La statue de la liberté. Vous avez à Paris, dans chaque coin, il y a des insignes maçonniques. Mais après, ils ouvrent des églises partout. Hein? Les cloches. Guingong, guingong, guingong. Il faut que les gens aillent prier. Mais quand vous rentrez dans l'église catholique, il n'y a pas des Français beaucoup dedans à l'intérieur. Les Blancs ne vont pas à l'église. L'église pour eux, non. Eux, c'est nous cherchons les minéraux. Nous voulons là où il y a plus de minéraux en Afrique. Car les Blancs veulent rouler dans des super belles carrosseries. Et surtout là, il y a des voitures volantes. Hein? Mais quand ces voitures volantes vont rentrer dans le marché, tout le monde, tous ces Blancs-là voudront avoir les voitures volantes. Pour avoir des super belles mannequins à l'intérieur. La vérité doit être dite. Les enfoirés de merde de la communauté internationale tuent immensement en Afrique. Les enfoirés de la communauté internationale commettent des atrocités terribles. Et les Africains continuent à être des spectateurs. Spectateurs des salles de cinéma. On tue et l'Africain est content. Il est là pour observer. Et après l'Africain, il s'habille en costume pour ressembler aux envahisseurs. Les vautours, l'homme blanc est un vautour. L'homme blanc politique est un vautour. L'homme blanc politique est la menace de notre continent qui est l'Afrique. Les Africains ont peur. Les Africains aiment la vie. Les Africains, ils ne pourront pas se sacrifier pour libérer l'Afrique. Ils ont tous peur. Ils aiment bien être dans leur voiture BMW, Mercedes, car ils veulent ressembler aux impérialistes. Oui. L'Africain, oui. Il y a peu d'Africains qui sont debout, mais le reste, ils sont dans leur voiture, ils sont dans des bureaux comme Areva, comme Total. Et les directeurs, chaque directeur abuse des femmes. Vous avez des femmes, des gens qui travaillent tard dans la nuit. Mais il se passe beaucoup de choses dans les bureaux. Dans les bureaux à la défense. Hein. Moi, j'ai des amis qui travaillent comme agents de sécurité. Hein. Ils me disent beaucoup de choses. La nuit, dans les bâtiments de Areva et de Total, il y a des cris. Des femmes qui travaillent là-bas, secrétaires,
Mais les directeurs abusent d'eux. Les bâtiments deviennent des bâtiments hôtels, hôtels de luxe. Saute la femme de l'autre, abuse la femme de l'autre. Oui, pour pouvoir la donner la augmenter de haut poste et lui donner plus de salaire. Donc la femme de Trouy doit vendre son corps au PDG d'entreprise. Mais qui n'est que PDG, entreprise mafieuse. La vérité doit être dite. Et toutes les clics et claques d'Nguessou sont bien aimés. Ils sont bien aimés. Total, Areva, Bouygues. Toutes les compagnies françaises aiment bien voir les Nguessou. Mais est-ce que les Congolais aiment bien les Nguessou? Non. Tous les Congolais sont contre les Nguessou. Mais il faut finir avec ce virus des Nguessou. Parce que les Nguessou est égal Ebola. Les Nguessou est égal Ebola. Il faut finir avec eux. Il faut finir avec tout le système de l'impérialisme. Car quand nous allons dégager les dictateurs, mais il faut finir avec tout le système impérialiste. Tout le système qui donne la possibilité à la dictature de continuer à tuer le peuple noir. Car les peuples noirs, on aime bien les manger. La vérité doit être dite. Les Africains devront se réveiller. L'Afrique va mal. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans le silence. Mais nous avons le devoir d'être tous debout pour la libération de l'Afrique. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Et nous devons nous lever. Oui. Nous devons nous lever. Car celui qui aime l'Afrique doit se lever. Celui qui aime le peuple africain doit se lever. Celui qui aime la terre où ce qu'il est né doit se lever. Mais celui qui ne se lève pas veut être porteur des valises, porteur des mallettes d'Nguessou. Et moi, je refuse le tien d'être porteur d'Nguessou, des valises d'Nguessou. Non. Pour détruire l'Nguessou, je suis prêt. Mais porteur d'Nguessou, non. La patrie ou la mort, nous devons vaincre le système d'Nguessou. Seule que la lutte qui libère, oui. Mais un peuple qui ne veut pas sortir du gouffre, un peuple qui veut rester esclave, est un peuple qui va disparaître. Alors celui qui veut disparaître doit dire s'il veut disparaître réellement. Mais moi, le tiers africain, je dis les dictateurs, il faut qu'ils disparaissent. Et la lutte doit être féroce. La lutte doit être féroce. Il y a des gens qui aiment suivre leur patron derrière. Mais moi, je n'ai pas de patron. Moi, je suis moi. J'ai personne. Moi, je ne travaille pour personne. Je ne travaille pour aucun président d'association. Non. Citoyen libre. Citoyen libre. Et être citoyen libre, c'est fantastique. Mais être là, derrière les présidents des associations de clubs de détournement, non. Être derrière des gens qui aiment être dans des salles, en train de remplir que des documents. Mais quand Sassou a arrivé à Paris, quand Emmanuel Macron l'avait invité pour le changement climatique, aucun Congolais qui aime les salles sont sortis pour aller crier devant l'hôtel de Sassou. Tous, ils étaient dans des salles avec des documents. Et après, ils se disent,
la diaspora congolaise. Diaspora congolaise, vous êtes en train de remplir des dossiers. Et le soir, allô, oui, passez-moi un pila. Oui, c'est son Excellence le Président. C'est comme ça que ça se passe. La vérité doit être dite. Nous avons un problème avec des gens qui n'aiment pas la vérité. Car les Congolais n'aiment pas la vérité. Tous, ils veulent vivre dans le mensonge. Le mensonge, ça leur fait hyper mon plaisir. Mais moi, j'aime la vérité. J'aime la vérité. Car la vérité triomphera. Pas mal aiment le mensonge. Parce que pour eux, le mensonge paye. Mais moi, j'aime la vérité. Car toute vérité vient de Dieu. Voilà. J'aime la vérité. Et je suis fier d'être derrière la vérité. Je suis fier d'être devant la vérité. Car quand Martin Luther King a dit « I have a dream », il n'a pas dit « j'ai fait un rêve pour vivre dans l'imbécilité ». Non. Et le Congolais doit changer. Changer. Le Congolais doit savoir qu'est-ce qui est bon. Bon pour lui. Est-ce que la misère, elle est bonne pour toi? Est-ce que peuple africain, la misère, elle est bonne pour toi? Non. Non. L'Africain vivant en Europe, l'Africain vivant en Europe, aux États-Unis, devient l'esclave moderne des multinationales. Nous devenons les cibles des multinationales parce que les multinationales, ils tuent au Congo RDC pour le cobalt, le coltan. Et les Congolais, ils payent, et tous les autres Africains payent les téléphones smartphones. Les smartphones payent les ordinateurs, payent les tablettes. Nous devenons des consommateurs de ces mêmes multinationales qui tuent chez nous en Afrique. L'Africain vivant en Europe, vivant aux États-Unis, devient l'instrument des multinationales. Ils tuent nos parents. Et ils viennent, ils conçuent des ordinateurs, des téléphones, smartphones. Et nous payons encore nos propres produits à nous. L'homme blanc est un voleur. Blanc, quand je dis blanc, je m'adresse à l'homme politique blanc. Car l'homme politique blanc n'est pas mon ami. Non. Tous des menteurs, tous des assassins. Ils aiment les dictateurs. Et les Noirs doivent le comprendre. Mais les Noirs qui diront, la France va nous aider pour nous débarrasser de Sassou. La France va nous aider pour que nous puissions finir avec Sassou. Vous attendrez longtemps. La France ne fera rien. Ceux qui diront, oh, les Occidentaux viendront en notre aide. Personne ne viendra en notre aide. Vous avez entendu le traité de l'impérialisme. Vous avez entendu, hein? Dans la vidéo que j'ai mis. Où est-ce qu'il parle du traité? Mais ce traité est un traité sévère. Où est-ce qu'on ne reconnaît pas le droit de l'homme noir? Essayez de comprendre. Écoutez bien. Les archives, mais les archives laissées par la conférence de Berlin 1884, 1885. Les Africains doivent s'intéresser à lire cela et à visionner des vidéos pour comprendre. Les Africains doivent s'intéresser au discours de Léopold II quand il s'adressait aux missionnaires. Cela va faire que l'Afrique va sortir de la merde. Les Africains doivent s'intéresser à dire, nous avons vraiment fait des recherches et nous avons compris que les églises importées sont le malheur de l'Afrique.
Regardez en Afrique comment on construit des églises. Regardez en Afrique comment on construit des mosquées. Mais si on construisait des hôpitaux, cela va sauver plus de vies. À quoi sert de construire des bâtiments pour aller prier, mais pendant ce temps, les mêmes, ils bénissent des armes pour aller tuer les gens? À quoi ça sert? Je préfère qu'on puisse construire des hôpitaux où est-ce qu'on va soigner des peuples malades. Car nous avons besoin des peuples en bonne santé pour que l'Afrique se développe. Une Afrique malade est une Afrique qui continuera toujours à être malade zéro. Mais une Afrique où les gens vont être soignés, c'est une Afrique qui va mieux décoller. La patrie ou la mort, nous devons en découdre avec tout le système impérialisme. À bas le système impérialiste, à bas le système néocolonialisme. Car le système du général de Gaulle est un système pour détruire toutes les sources de l'humanité en Afrique. L'Europe, les États-Unis, le Japon, tous les autres pays ne veulent même plus que les Africains qui vivent chez eux repartent en Afrique. Vous regarderez bien en Afrique, il y a plus de Chinois, des Indiens, des Pakistanais. Tous ils sont chez nous. Et l'Africain il est dehors. Et les autres sortent de l'Afrique pour entrer dans les bateaux de fabrique, des petits pirogues pour venir en Europe. Pas mal, on les tue en Libye, on les tue en Syrie, on les tue au Maroc. Les migrants, car les migrants vont dans des terrains où l'être arabe n'aime pas l'homme noir. Parce que l'arabe est plus raciste que l'homme blanc. Et ils vont là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Vu là-bas, ils prient beaucoup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais pour tuer l'être humain noir, ils savent le faire. Nous avons intérêt, nous, peuple noir, qu'il y ait plus de construction d'écoles, les constructions des hôpitaux, les constructions d'écoles de métiers, que de construire des églises ou des mosquées. Ça ne sert à rien. Tout cela, c'est pour abrutir nos peuples et retarder l'Afrique. Car l'Afrique, avons-nous pensé à l'Afrique du futur? Voulons-nous une Afrique meilleure ou une Afrique malade? Moi, je suis pour une Afrique meilleure. Je ne suis pas pour une Afrique où il y aura des francs-maçons. Je ne suis pas pour une Afrique où il y aura des Illuminati. Je ne suis pas pour une Afrique où le système impérialiste va continuer. Non. Nous allons suivre autre chose. Ce direct est un direct très intéressant. Car 8%, il a tué des Congolais à Chakona. Des jeunes Congolais, plus de 17. Hein? Et 8%, il les a sacrifiés. C'était pour le 15 août. La fête du 15 août. Parce que 8%, il faut qu'il donne du sang à Satan. Pour que Satan puisse le protéger. Parce que 8% a confiance à Satan. Tous les militaires, les policiers, les gendarmes soi-disant. Mais qui sont que la milice de Sassou? Parce que tout au Congo est à refaire. 8%, son seul garant qui le protège, c'est Satan Lucifer. Car 8% a plus de 8000 à 900 féticheurs. 8% ne connaît que le son. Car ces féticheurs en Inde l'avaient demandé plus de 10 000 âmes. Tu nous donnes plus de 10 000 âmes et tu resteras jusqu'à la fin de tes jours. 8%. Ils tuent immensement les Congolais pour donner aux Indiens féticheurs. Il y a pas mal qui vivent au Canada, soi-disant la diaspora congolaise. Mais ils vivent dans un pays, le Canada, qui n'est que la plateforme des comptes écrans des multinationales qui tuent en RDC.
Des multinationales qui tuent au Congo-Brazzaville, qui tuent au Gabon. Car les multinationales ne peuvent pas avoir des comptes aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le Congrès américain vérifie tout. Donc, le coin stratégique, c'est le Canada. Le Canada, le compte, les comptes, on ne dira pas les comptes épargne, mais les comptes frauduleux. Car le Canada, c'est le secteur des comptes écrans. Il y a des documentaires où on parle du Canada, où on parle même des Clinton, qu'ils ont des comptes noirs. Mais attendez, le Canada, oui, parce qu'au Canada, les comptes frauduleux, les multinationales, les gens du son, mais ils sont protégés immensement. Même François Hollande qui a dirigé Paris, je suis sûr et certain, il a des comptes au Canada, les comptes écrans. La vérité doit être dite. Même Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, je suis sûr il a un compte aussi au Canada. Oui, compte écran. Parce que tous, ils fouillent le système des vérifications. D'où vient l'argent que tu as? Tout cet argent, ça vient d'où? Je gagne tant. On va calculer. Est-ce que tu peux avoir tout ce pognon? Voilà. Sans compter l'argent de la France-Afrique. Des détournements de fonds. L'argent qui devront aller pour les étudiants. L'argent qui devront aller pour les constructions d'hôpitaux et des collèges et des primaires. Ça va dans la poche des troubadours, la communauté internationale. Et eux tous, ils les aimaient bien. Quand ils voient Ali Bongo, PDG des ordures, ils sont contents parce que Ali leur donne immensement la fortune qu'ils veulent. Et le peuple gabonais meurt de faim. Le peuple gabonais meurt. Il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de coton, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de perfusion. L'Afrique va mal. Mais va mal pourquoi? La dictature, impérialisme, néocolonialisme. Mais voilà pourquoi moi, je dis l'Africain doit s'intéresser à regarder Fidel Castro. L'Africain doit s'intéresser à regarder le grand Che Guevara. Les Africains doivent s'intéresser à regarder les grands Che Guevara, cubains, et Fidel Castro. Les Africains doivent s'intéresser à beaucoup visionner les Black Panthers. Les Africains doivent s'intéresser à regarder Nelson Mandela à l'époque de l'apartheid. Car l'Africain a besoin de se retrouver pour pouvoir finir avec le système impérialiste. Ceux qui ont tué Patrice Lumumba, ceux qui ont découpé Patrice Lumumba, sont-ils encore vivants? Non. Non. Les gens finissent par finir par partir. Les gens meurent. Chaque génération doit quitter la terre pour que d'autres remplacent. Mais les archives restent. Ce que nous faisons, les résistants et les combattants, demain, les générations futures vont visionner cela. Mais nous voulons que les générations futures ne puissent pas être des croix. Nous allons regarder quelque chose de très important.
La crise de 1873 se répand dans tous les pays industrialisés du... La crise de 1873 se répand dans tous les pays industrialisés du monde. Les temps difficiles semblent ne jamais devoir finir. Les capitalistes sont assis sur leurs entrepôts pleins à craquer de choses qu'ils ne peuvent pas vendre pendant que nous crevons de faim. Ils ferment les usines parce qu'ils ne font pas assez de profit. Comme s'ils n'en avaient pas assez fait comme ça, et maintenant nous voilà sans travail. Je ne supporterai pas ça un jour de plus. Non, plutôt mourir. C'est une existence inhumaine. Ils ne traitent plus mal que des animaux. Mais que diable pouvons-nous faire? Nous révolter? Ne vous énervez pas, mes amis. Calmez-vous. Il est certainement nécessaire de changer la société et de la rendre meilleure, mais petit à petit. Petit à petit? Nous ne voulons pas réduire l'exploitation de la classe ouvrière petit à petit. Nous voulons l'abolir. Maintenant. Et pendant ce temps, chez Mac Trophy. Voilà. Là, c'est un dessin animé qui parle du capitalisme. Hein? Le capitalisme qui tue immensement. Nous allons passer maintenant sur autre chose. Parce que c'est important. C'est important. If you have a fancy red océan dans les années 1920, où 17 000 indigènes africains L'exemple de l'Afrique, c'est l'exemple qu'on choisit pour prendre connaissance des réalités coloniales à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en classe de première L et de première ES. Alors, pourquoi l'Afrique? Parce que c'est un continent qui a été entièrement colonisé, à la différence de l'Asie. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est pourquoi un continent a-t-il pu être colonisé aussi rapidement et de façon intégrale, et avec quelles conséquences, évidemment, pour les populations qui y vivaient? Alors, d'abord, pourquoi coloniser de façon générale? Pourquoi coloniser l'Afrique en particulier? Les aspects économiques arrivent en premier lieu. Les colonies sont riches en ressources, sont parfois riches aussi en main-d'œuvre, qui peut être exploitée à des conditions que les métropoles décident. Et évidemment, les puissances européennes sont attirées par les richesses minières, agricoles de ces territoires. Il faut préciser aussi qu'à la fin du XIXe siècle, on est dans cette période, qui est vue d'ailleurs dans le cours sur la croissance, qu'on appelle la Grande Dépression, qui dure des années 1870 aux années 1890, qui est la première grande crise du monde industriel. Et à cette époque, les pays européens recherchent des débouchés, c'est-à-dire des partenaires commerciaux, qu'ils vont trouver en partie dans ces territoires colonisés qui sont captifs du commerce européen, puisqu'ils sont dans l'obligation d'acheter les marchandises que les Européens leur vendent. Il y a également une importance stratégique, c'est-à-dire que posséder des territoires sur la planète peut, en cas de conflit, et la Première Guerre mondiale l'a prouvé, être d'une nécessité très importante, surtout à une époque où la marine à vapeur fait d'immenses progrès et où l'Europe maîtrise à peu près l'ensemble du monde. Et puis il y a également une question de prestige, c'est-à-dire qu'à cette époque, on reconnaît une grande puissance, du moins c'est la façon dont les Européens le conçoivent, aux quantités de colonies qu'elle possède. À cette question de prestige s'ajoute, dans le cas particulier de la France, une mission civilisatrice qui a été définie par Jules Ferry dans les années 1880 et qui vise, je cite, à élever les races inférieures au niveau des races supérieures, c'est-à-dire à civiliser des gens qu'à l'époque on considère comme sous-développés. Alors, comment
l'Afrique a-t-elle été conquise? Pourquoi cela s'est-il produit de façon aussi rapide? Bon, à la fin du XIXe siècle, en fait, il n'y a que deux territoires qui sont aux mains des Européens. L'Algérie, qui a été conquise par la France en 1830 et qui fait partie intégrante du territoire français, et l'Afrique du Sud, qui est aux mains des Britanniques. Sinon, les Européens se contentent de comptoirs, c'est-à-dire d'emplacements sur les littoraux avec lesquels ils font du commerce. Alors, c'est la rivalité, finalement, entre les pays européens pour acquérir de nouveaux territoires qui va pousser vers l'intérieur du continent et aboutir à la conquête totale du continent africain. Alors, une conquête facile, oui, pourquoi? Parce que l'Afrique est très faiblement peuplée à cette époque. Elle a subi la grande traite négrière, les forces lui manquent. Elle n'est pas armée comme les Européens le sont. Et puis par ailleurs, on a des organisations politiques qui sont fragiles, précaires, et certains chefs de tribus, on le sait, ont pour ainsi dire vendu leur territoire aux Européens. Donc il y a tout un ensemble de raisons qui font que la conquête de l'Afrique a été facile, si on veut, pour les Européens, avec certaines résistances quand même, puisque l'Éthiopie parvient dans un premier temps à résister aux tentatives d'invasion de l'Italie, avant que l'Italie, comme on le sait, à l'époque du fascisme, parvienne enfin à envahir l'Éthiopie. Alors, cette conquête implique des rivalités entre pays européens, et ces rivalités opposent les nations qui sont les nations colonisatrices, le Royaume-Uni, la France, mais aussi ce qu'on peut appeler les nouveaux venus dans la course au clocher. On a appelé ça la course au clocher, cette espèce d'appétit pour les dernières colonies disponibles, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie. C'est des États qui se sont unifiés tardivement, qui ont peu de colonies et qui aspirent à en avoir, elles aussi, puisque c'est une question d'une très grande importance. Alors on va organiser à Berlin, en 1884-1885, pourquoi à Berlin? Parce que ça signale l'émergence de l'Allemagne dans la problématique coloniale. On va organiser une conférence qui partage l'Afrique entre les différents acteurs de la colonisation comme un gâteau. On trace des frontières de façon un petit peu arbitraire. À l'est, c'est à nous, à l'ouest, c'est à nous. Et on pense régler le problème africain comme ça. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, l'Afrique tombe entièrement aux mains des Européens. Partiellement résolue. Car, consécutivement à la conférence de Berlin, des conflits vont se poursuivre. On peut penser notamment à la fameuse affaire de Fashoda, qui a opposé les Français et les Anglais au Soudan, qui se disputaient cette partie du territoire en 1898, et qui a failli dégénérer en conflit. On peut penser au conflit qui a longuement, au début du XXe siècle, opposé la France et l'Allemagne à propos du Maroc. On peut penser également à la conquête de la Libye par l'Italie en 1911, donc une conquête tardive, puisqu'il restait encore du territoire à conquérir. Alors une fois que ce partage est fait, une fois que l'Afrique est donnée aux Européens, quels sont les caractères de la présence coloniale en Afrique? Eh bien, c'est avant tout l'exploitation économique qui intéresse les Européens, l'exploitation des ressources agricoles, l'exploitation des ressources minières, ce qui implique de mettre au travail des populations qui ne souhaitent pas forcément travailler pour les Européens. On va introduire, avant qu'il ne soit interdit en 1946, le travail forcé, qui n'est pas de l'esclavage, mais qui est quand même une forme de violence exercée à l'égard de ces populations, comme en témoigne le drame de la construction du chemin de fer Congo-Océan dans les années 1920, où 17 000 indigènes africains meurent sur les chantiers de construction, compte tenu des traitements qui leur sont infligés et d'un travail auquel ils ne sont pas habitués. Précisons quand même que la France s'est quand même acquittée partiellement de sa mission civilisatrice, au plan sanitaire d'abord, en établissant des campagnes de vaccination, au plan scolaire aussi, en créant des écoles de brousse qui se limitent à un enseignement très primaire, parce qu'on ne cherche pas non plus à faire émerger des élites qui pourraient contester la présence française, et en établissant quand même un certain nombre d'infrastructures
de routes, de ponts, etc. Alors, l'administration de ces territoires diffère selon les États. On peut opposer l'administration britannique, qui est une administration indirecte, qui va laisser certaines capacités de se gouverner aux populations locales, mais en fait c'est beaucoup plus vrai de l'Inde que ça ne l'est de l'Afrique, de l'administration directe voulue par la France, qui fait que les territoires colonisés n'ont absolument aucune autonomie en matière de gouvernement. Précisons aussi que la présence européenne est extrêmement minime. Ce sont vraiment des territoires qui sont gouvernés de loin. Il n'y a finalement que les colonies de peuplement britanniques, l'Afrique du Sud, la Rhodésie, ou l'Algérie dans le cas de la France, qui sont des colonies de peuplement et qui sont peuplées par des Européens. Mais la présence européenne, finalement, est extrêmement minime. Enfin, il faut préciser que les régimes juridiques qui sont appliqués sont des régimes discriminatoires qui ne mettent pas sur un pied d'égalité les colons et les indigènes. La France a établi en 1881 le Code de l'indigénat qui prévoit tout simplement des lois et des tribunaux différents pour les indigènes et pour les Français. On voit donc qu'il y a une contradiction entre la mission civilisatrice, la volonté d'assimilation, et puis le traitement réel qui est infligé finalement à ces populations sur place. Alors en conclusion, on va dire de l'Afrique que c'est le dernier continent qui a été colonisé et que c'est aussi le dernier continent qui a été décolonisé, puisque la décolonisation de l'Afrique va se faire entre 1956, lorsque le Maroc et la Tunisie trouvent leur indépendance, jusqu'en 1975, alors là, pour les colonies les plus tardivement colonisées, c'est-à-dire les colonies portugaises. Enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est l'Afrique est aujourd'hui un continent qui connaît encore beaucoup de difficultés. C'est la question de la responsabilité de la colonisation dans ce retard que l'Afrique aurait pris. Ça fait maintenant bien longtemps que nous avons quitté l'Afrique. L'Afrique se développe à son rythme, elle connaît encore des difficultés. Sont-elles attribuables à la colonisation? La question reste ouverte. L'Empire colonial français en 1931, c'est une question qui est traitée en première S et qui est donc la question par laquelle on s'intéresse un peu aux affaires coloniales. Alors, pourquoi 1931? Parce que c'est la date de l'exposition coloniale qui est organisée à Vincennes et qui est un moment un peu paradoxal parce que au moment où la population française se prend d'intérêt pour ces colonies, des contestations commencent à se manifester dans les colonies, et ces colonies souhaitent se détacher de la France. Alors on va essayer d'analyser un petit peu cette situation en commençant par définir, regarder ce qu'est l'empire colonial français à cette époque, en 1931, donc entre les deux guerres mondiales. L'empire colonial français, c'est le deuxième empire colonial du monde, derrière l'empire britannique. Il s'est formé entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, et il comprend un certain nombre de territoires que nous pouvons voir sur cette carte. Les principaux lieux où la présence française est implantée sont l'Indochine en Asie et en Afrique un certain nombre de territoires, le Maghreb qui est tout entier aux mains de la France, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire l'Afrique noire, ainsi que l'île de Madagascar. Alors, il faut ajouter qu'après la Première Guerre mondiale, la France a reçu la gestion de mandats, c'est-à-dire de territoires qui appartenaient aux puissances vaincues de la Première Guerre mondiale, notamment l'Empire ottoman, et que l'Empire français s'étend encore un petit peu avec les mandats qui sont exercés notamment sur la Syrie et sur le Liban. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? Quel est l'intérêt d'avoir des colonies? Alors, il y a d'abord un intérêt économique. Les colonies sont
des territoires qui sont riches en ressources énergétiques, en ressources minières. Il y a une main-d'œuvre là-bas qui est employable, qui est même corvéable à merci. Et puis surtout, les colonies sont un débouché pour la France, c'est-à-dire un partenaire commercial qui est obligé, finalement, d'acheter les produits que la France lui vend. Il y a aussi une raison stratégique. Pensons à l'importance des colonies pendant les deux guerres mondiales. Or, en 1931, on est entre les deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale fournit des combattants dans les tranchées. La Seconde Guerre mondiale se déroulera partiellement dans les colonies. Donc c'est très important de ce point de vue-là. Et puis il y a également une question de prestige. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, une grande puissance se reconnaît à l'étendue des colonies qu'elle possède. Et à cette question de prestige s'ajoute, dans le cas particulier de la France, une mission civilisatrice qui a été énoncée par Jules Ferry dès 1881 et qui vise à élever les populations indigènes au niveau de la population française, notamment par l'éducation. Alors, comment ces territoires sont-ils administrés? Eh bien, il y a encore là un paradoxe, parce que la France a une volonté assimilatrice. C'est-à-dire qu'elle voudrait, elle prétend vouloir faire décoloniser des espèces de citoyens français. Or, en fait, il y a une discrimination juridique, ces citoyens ne sont pas traités sur un pied d'égalité, et la France pratique une administration directe, c'est-à-dire qu'elle empêche les indigènes de gouverner leur propre territoire. Territoires qui sont d'ailleurs très variés au plan politique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut distinguer ce qu'on appelle formellement des colonies, c'est-à-dire des territoires qui sont entièrement administrés par la France, des protectorats, par exemple le Maroc ou la Tunisie, qui sont des territoires où les populations locales conservent quand même un semblant de souveraineté sur leur gouvernement. Alors, cette fameuse exposition coloniale de 1931, organisée par le maréchal Lyautey, qui était l'ancien résident général au Maroc, pourquoi a-t-elle eu lieu? Comment se déroule-t-elle? Alors, le contexte est un contexte difficile pour la France, qui est sortie meurtrie de la Première Guerre mondiale, affaiblie, et qui, à ce moment-là, découvre que ces colonies sont une force, qui compense la victoire, une victoire très chèrement payée, de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, à cette époque, 1931, les effets de la crise économique de 1929 commencent à se faire sentir en France, et les colonies apparaissent plus que jamais comme un débouché pour la France. Par ailleurs, l'image de l'indigène, du noir africain par exemple colonisé, change, à cause essentiellement de sa participation au combat de la Première Guerre mondiale. On pense aux tirailleurs sénégalais, et du coup on se prend de sympathie pour ce brave indigène qui est considéré un peu comme un grand enfant qu'il faut encore civiliser, mais qui mérite plus d'attention qu'avant. Alors l'exposition elle-même, qui est organisée donc à Vincennes, c'est-à-dire à proximité du ministère des Colonies, est un immense succès. Elle est organisée de mai à novembre 1931. Elle attire 8 millions de visiteurs, ce qui est absolument considérable. Et ces visiteurs sont absolument ébahis devant les reconstructions, en fait, des grandes réalisations architecturales des colonies, le temple d'Angkor, par exemple, la mosquée de Djenné au Mali actuel, ainsi que par quantité d'informations sur la vie des populations colonisées. Donc on est quelque part à ce moment-là très content de soi. Voilà, on éprouve une espèce de sympathie et de fierté par rapport à cet empire colonial. Sympathie et fierté qui ne sont pas partagées par tout le monde, puisqu'il y a des critiques. Mais ces critiques sont extrêmement minoritaires à l'époque. Le Parti communiste français va organiser une contre-exposition pour dénoncer les dangers de la colonisation, pour dénoncer ses méfaits, et cette contre-exposition sera un échec total. On peut citer aussi dans les adversaires certains courants artistiques, comme les surréalistes par exemple, certains peintres, évidemment de grande renommée comme Picasso, qui découvrent l'art nègre à cette époque. On peut citer l'écrivain André Gide, qui écrit un livre à charge en 1927, qui s'appelle Voyage au Congo,
ou le travail des ethnologues qui, eux, travaillent sur le terrain et connaissent la réalité de la vie de ces populations indigènes. Alors, ces critiques sont très minoritaires, mais elles expliquent bien et nous amènent bien à cette dernière considération sur ce qu'on a envie d'appeler le malentendu colonial. Quel est le contexte de la contestation de la présence française à l'époque? Il y a d'abord un contexte international. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on a établi, ce sont les 14 points du président Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un certain nombre de mouvements se saisissent de cette proposition. Par ailleurs, les États-Unis, qui sont en train de devenir une grande puissance, sont totalement hostiles à la colonisation. Donc on n'est plus dans le même esprit qu'au XIXe siècle. À l'intérieur des colonies, il y a une insatisfaction grandissante, puisque les indigènes, comme on les appelle, ne sont pas récompensés finalement leur participation à la Première Guerre mondiale et continuent à subir discrimination juridique, travail forcé, mauvais traitement, etc. D'où l'apparition de mouvements nationalistes qui demandent l'indépendance de leur territoire, mais qui existent dans la clandestinité, puisque la France n'en permet pas l'existence. Alors, on peut mentionner, à titre d'exemple, l'Istiklal au Maroc, ou le Destour en Tunisie, qui deviendra plus tard le Néo-Destour, mais on doit mentionner aussi l'existence, puisque c'est contemporain de Vincennes, du Parti communiste indo-chinois, créé par Ho Chi Minh en 1930, et qui sera l'un des principaux agents de la contestation de l'emprise coloniale française. Alors, au final, la décolonisation de l'Empire français sera extrêmement tardive, puisqu'elle n'adviendra qu'après la Seconde Guerre mondiale, et là, après une guerre où la France se sera comportée différemment que pendant la Première Guerre mondiale, dont elle sort vainqueur in extremis, et ce qui était déjà en germe à l'époque de l'exposition coloniale, c'est-à-dire cette contestation de la puissance française, va s'exprimer pleinement après 1945. Alors en conclusion de cette affaire, on pourrait citer, enfin évoquer cette phrase que le maréchal Gueutet avait dite à l'époque, en se demandant si cette exposition coloniale dont il avait la charge était le chant du cygne, c'est-à-dire la fin, marquait la fin de l'Empire colonial français, ou plutôt un renouveau de l'Empire colonial. Eh bien la réponse, on l'a eue quelques années plus tard. L'exposition de Vincennes, malgré son très grand succès, marquait bel et bien le chant du cygne de l'Empire colonial français. Voilà. Nous avons suivi. J'ai voulu laisser ces vidéos tourner pour que les gens puissent comprendre. Hein? Voilà. Un blanc qui a tout détaillé. Il a tout détaillé. L'empire colonial. Mais l'empire colonial est à l'origine. Est à l'origine de toute notre Afrique qui va mal. Le système capitaliste a perdu les repères, le droit de l'homme. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme sont bafoués. Regardez l'Afrique. Il y a des dictateurs, ils sont là. Regardez la France qui montre l'exemple en disant pays de droits de l'homme. Mais pourquoi ce que la France fait en Afrique, pourquoi elle ne le fait pas en France? J'aimerais que Emmanuel Macron, président de la France, puisse mettre le système qu'ils font en Afrique, le système des tueries, les systèmes des magouilles, qu'ils le fassent en France. Mais j'aimerais voir cela. Mais ils ne le font pas en France, ils le font en Afrique. Non. L'Afrique devient le terrain du cinéma. Le terrain du cinéma de toute dictature. Et nous avons le plein devoir, en tant qu'Africains, de dire stop à la machine du néocolonialisme.
L'empire colonialisme est une empire de destruction de la vie humaine en Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont pas que les Africains qui souffrent du chômage dans les pays industrialisés soi-disant, mais qui sont que des pays fantoches, des pays où les multinationales, c'est eux au fait qu'ils deviennent maintenant les vrais gouverneurs. Ceux qui gouvernent, soi-disant des présidents, mais ce sont que des marionnettes, exactement comme les marionnettes qui sont en Afrique. Mais il y a un problème. Où est passé les vraies sources, les vraies ressources de chaque citoyen qui se sont battus en Europe ou aux États-Unis pour être des citoyens libres? C'est passé où? Bafoué. Bafoué par le système capitaliste, bafoué par le système des religions. Car la religion joue grandement. La religion joue grandement pour abrutir le peuple européen, le peuple de la communauté internationale ainsi que les Africains. Mais est-ce que la majorité des Blancs vont à l'église? Non. Quand ils vont dans des cathédrales comme cathédrale Notre-Dame, ils vont juste pour prendre des photos. Mais ils n'aiment pas rentrer dans les églises. Prier, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent que ce système a été mis pour bercer l'être humain noir. Accepte d'être pauvre. Car tu vas hériter au royaume des cieux. Accepte la souffrance. Car tu vas hériter au royaume des cieux. Accepte d'être clochard, car tu vas accepter, tu vas rentrer au royaume des cieux. Accepte d'être porteur des valises d'Enguesso et des mallettes d'Enguesso, et tu seras bien. Mais grandement fou. L'aliénation totale. Et le peuple noir doivent sortir de cette aliénation totale. La vérité doit être dite. Nous allons regarder encore une autre vidéo. C'est très important. Toujours. L'empire colonial. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre au XXIe siècle, mais c'est à cause de cet empire. Vous avez entendu tout à l'heure, il a parlé de la conférence de Berlin, 1884-1885. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mais Sassou, il est content, 8% est content, parce que tout le cinéma, l'empire colonial, aime les dictateurs. L'empire colonial aime les dictateurs parce que tous ceux qui dirigent en Europe, aux États-Unis et ailleurs, ils sont contents de voir les dictateurs parce que c'est grâce aux dictateurs qu'ils ont tous ces minéraux qui volent en Afrique. Grâce aux dictateurs qu'ils ont l'arme nucléaire aux États-Unis. Grâce aux dictateurs qu'ils ont l'arme nucléaire en France, grâce aux dictateurs qui l'ont même en Belgique, grâce aux dictateurs que Israël même détient et d'autres pays. Mais est-ce que l'Afrique qui a l'uranium, est-ce qu'ils ont l'arme nucléaire? L'Afrique au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau dans le robinet. La honte! L'Afrique au XXIe siècle, il n'y a pas l'électricité. Tout le monde dans le noir. On dirait des fantomas. Au XXIe siècle, les lampes à pétrole. La honte. L'Afrique, il y a un problème. Il y a un vrai problème. On programme un concours de Sciences Po, mais en 1931, précisément, alors pourquoi en 1931? Parce que c'est la date de l'exposition coloniale qui se tient à Vincennes, et donc c'est une opportunité pour faire une espèce de bilan, pour faire une espèce d'état de l'empire colonial français
entre les deux guerres. Alors, le sujet invite à prendre en compte le couple réalité-représentation, ce qui est une démarche historique un petit peu difficile, qui nous rappelle du reste la démarche qu'on aborde en classe de terminale quand on étudie les mémoires. On est bien dans un rapport entre la réalité des faits et leur représentation dans la tête des gens. Et donc là, le sujet nous indique que s'il y a une réalité de l'empire colonial français qu'il va falloir exposer, il y a aussi une façon de le penser qui n'est pas forcément conforme à ce qu'est la réalité de cet empire. Et c'est ça qu'il faut expliquer dans le cadre d'une problématique qui va insister beaucoup sur ce qu'on appelle le malentendu colonial. Pourquoi malentendu? Parce qu'au moment où, en 1931, l'exposition coloniale remporte un franc succès à Paris, il apparaît que, on pourrait dire en anticipant, les colonies sont presque déjà perdues pour la France. Donc c'est un peu ce contretemps entre l'enthousiasme tardif des Français pour leur empire et la réalité des contestations à l'intérieur de l'empire lui-même. C'est cela qu'il faut examiner dans ce travail que nous allons développer en trois parties. Alors la question et l'occasion, c'est ce qu'on fait dans la première partie, d'expliquer à quoi ressemble l'empire colonial français en 1931. Alors, on rappelle d'abord les origines de cet empire, en insistant bien sur le fait que la colonisation, c'est principalement un projet républicain. Il y a eu des entreprises de conquête qui ont été réalisées sous la monarchie ou sur le Second Empire, c'est évident, mais la systématisation du principe colonial se fait dans les années 1880, quand on achève les conquêtes qui donnent à l'empire colonial français l'aspect qu'il a en 1931. Alors, les objectifs de ceux qui décident, toute la classe politique française n'est pas forcément favorable à la colonisation. Mais ce qu'on va appeler le parti colonial, en quelque sorte, qui est un parti au contour extrêmement flou, avance trois arguments principaux pour justifier la colonisation. D'abord, l'argument économique. Les colonies sont des réserves de matières premières dont la France a besoin, et sont surtout des débouchés, c'est-à-dire des territoires vers lesquels on peut exporter des marchandises que la France produit, ce qui est bien pratique en période de crise et de rétractation du commerce international. Il y a une dimension politique du projet qui est aussi une dimension militaire. Avoir des colonies, c'est avoir des points d'appui militaires sur la planète. C'est aussi une question de puissance. On a tendance à l'époque à mesurer l'importance d'un pays en fonction de ses possessions coloniales. Enfin, le troisième élément, qui est le plus polémique, c'est le projet civilisationnel qui vise à améliorer le niveau des populations concernées par une politique scolaire, par une politique sanitaire, par une politique d'équipement d'infrastructures, mais qui suppose aussi, on reprend le fameux discours de Jules Ferry à la Chambre des députés en 1885, qui suppose une supériorité, je cite Jules Ferry, des races supérieures sur les races inférieures, bon, ce qui nous gêne, nous, beaucoup aujourd'hui, mais qui à l'époque n'a pas tout à fait le même sens que ce qu'on peut dire aujourd'hui. Bon. Donc ce projet mis en œuvre dans les années, s'achevant, la mise en œuvre du projet s'achevant dans les années 1880, on a donc un empire colonial qui est très étendu, qui est le deuxième empire colonial du monde. On parle de la plus grande France, on parle de la France des 100 millions d'habitants, si on rajoute aux 40 millions de Français de métropole, 60 millions d'indigènes, on arrive effectivement à 100 millions. Alors qu'est-ce qu'on constate? La France est très présente en Afrique, puisque l'Afrique du Nord est pratiquement sa chasse gardée, l'Algérie a été conquise dès 1830, le Maroc et la Tunisie ont suivi bien plus tard. L'Afrique noire est en grande partie une possession française, divisée entre l'Afrique occidentale française à l'ouest et l'Afrique équatoriale, l'AEF, qui est plus au centre. Madagascar fait également partie des possessions françaises. Et puis on a l'Indochine, beaucoup plus lointaine, à plus de 10 000 km de la France, qui est séparée en plusieurs entités, mais qui forme également un morceau de l'empire colonial. À ces possessions qui datent du début du siècle, on peut rajouter les mandats qu'on perçoit sur la carte,
Ces mandats au Levant, il s'agit du Liban et de la Syrie, qui ne sont pas exactement des colonies, mais qui sont des territoires sur lesquels la